bon pour vous? C'est parti. Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux des affaires, sauf qu'avec Cash, on va passer de l'autre côté du miroir. Ce soir, c'est une plongée dans le monde du textile que nous vous proposons. Bonjour madame, est-ce que vous achetez des vêtements dans les magasins à des prix bas? Une chemise à 15 €, un jean à 25 €, est-ce que vous en achetez? C'est vrai, j'avoue. Est-ce qu'on se demande quand une chemise coûte 12 € par exemple ou un t-shirt 9 € ce qu'il y a derrière? Non, c'est vrai que j'y pense pas forcément tout de suite. Je vois plutôt ce que je vais faire en économie et ce que je vais pouvoir acheter à côté. Franchement, quand je fais les boutiques, c'est pas forcément à ça que je réfléchis. Vous voulez me faire culpabiliser là? Si vous saviez par exemple c'était produit en Asie dans des conditions particulièrement difficiles. Effectivement, oui, je n'achèterais pas parce que je suis contre le fait que des enfants travaillent dans les usines, je suis contre ce genre de choses. Depuis quelques années, le prix de nos vêtements a considérablement baissé dans nos rayons. Bien sûr, c'est appréciable pour tous les consommateurs que nous sommes, mais le low cost a aussi un coût humain cette fois, souvent inavouable, parfois indigne. Quand vous achetez quelque chose, franchement, vous vous demandez toujours comment c'est fabriqué? Bon, en général, il n'y a pas vraiment de surprise. Exemple, à midi, vous avez 12 minutes pour déjeuner. Vous commandez un jambon beurre. Le pain, il est fabriqué par ce moustachu et ça vous rassure. Le façonnage est sensuel, le toucher de la pâte est sensuel. Oui, c'est une matière qui est douce en fait à caresser. Dans votre sandwich, il y a une tranche de jambon qui vient d'un cochon, qui lui vient d'une ferme. Quelle ferme? Là, vous ne vous posez pas la question, il vous reste 6 minutes pour déjeuner. Autre exemple, une folle envie vous prend d'habiller Lucas et Madeleine. Vous vous précipitez pour faire vos courses dans un magasin de vêtements et vous avez confiance. Il suffit qu'on vous dise que ce short, ce t-shirt, cette jupe ont été fabriqués de manière éthique, respect du code du travail, ouvriers majeurs et payés, horaires décents. Eh bien, tout ça, vous y croyez. D'ailleurs, c'est vrai, parce que si on vous expliquait que les très jolis petits habits de Lucas et Madeleine étaient fabriqués par d'autres petits-enfants de 12 ans qui vivent dans des bidonvilles et travaillent 72 heures par semaine pour 30 € par mois, vous auriez du mal à le croire, non? Et là, 2 réactions s'offriraient à vous. Réponse A. Vous vous dites « Chouette, le petit du bout du monde, il a de la chance, lui, il a déjà du travail. » Réponse B. Vous vous demandez si la marque qui a violé toutes les lois internationales n'aurait pas abusé un poil de votre confiance. À Cash, comme vous, on a choisi la réponse B. Vous aussi, vous avez remarqué comme le prix des fringues a baissé? Aujourd'hui, on se rhabille pour l'hiver, le printemps, pour chaque saison, sans se ruiner. Il y a toutes ces enseignes pas chères, on appelle ça le low cost. Selon l'Institut français de la mode, en 10 ans, les prix du prêt-à-porter féminin ont chuté de 13%. Depuis longtemps, l'atelier du monde qui fabrique nos vêtements bon marché, c'est la Chine, bien sûr. Mais les ouvriers y réclament de meilleurs salaires, alors les marques occidentales délocalisent dans des pays encore moins chers, comme le Bangladesh, dans le sous-continent indien. En quelques années, c'est devenu le 2e fournisseur de la France. Made in Bangladesh, la dernière tendance. C'est le week-end, alors on vous emmène pour une petite virée shopping dans la nouvelle arrière-boutique de l'Europe. Le Bangladesh, selon l'Office national du tourisme, ça ressemble à ça. On y cueille du thé avec des paysans épanouis. Le soir, des musiciens bercent le visiteur au son de l'ektara, sorte de guitare à une corde. Les habitants y coulent des jours heureux. Les enfants courent sur la plage et jouent au cerf-volant. Un paradis sur terre. Welcome to beautiful Bangladesh. Aucune image de ce spot ne rappelle la réalité sociale de ce pays, situé à 8000 km de la France. Voici Dhaka, la capitale, 15 millions d'habitants. Une mégapole ultra polluée, la plus forte densité démographique au monde. Le Bangladesh est aussi l'un des pays les plus pauvres de la planète,
où les enfants des slums, les bidonvilles, jouent plus souvent sur les terrains vagues que sur les plages. Près de la moitié des 152 millions de Bangladais vit avec moins de 1 euro par jour. Vraiment pas cher la main-d'œuvre locale, idéale pour l'industrie textile. Ce secteur représente une source de revenus majeure pour le pays, environ 80% de ses exportations. Chaque matin, 3,6 millions d'ouvrières vont à l'usine, piquer et coudre à la chaîne. Les petites mains de la mode sont surtout féminines. À Dhaka, pour repérer les ateliers textiles, il suffit de lever le nez. Des carreaux poussiéreux sur plusieurs étages, des néons rectilignes. Officiellement, environ 4000 bâtiments éparpillés dans toute la ville. En réalité, on en compterait plus du double. Mais il est très difficile de pénétrer dans les ateliers où l'on enferme souvent les ouvrières pendant les heures de travail. Ces dernières années, les journalistes qui ont essayé d'ouvrir les cadenas du Trésor national ont été expulsés. Manu militari. Alors durant notre enquête, nous nous ferons passer pour des acheteurs français en visite commerciale. Il nous faut aussi un bon guide. Le nôtre navigue depuis 10 ans dans l'industrie textile. À la tête d'une société d'inspection, son quotidien, c'est d'identifier les fournisseurs qui ne respectent pas le droit du travail. Notre éclaireur est d'accord pour être filmé, mais demande à ce qu'on l'appelle par un autre nom durant notre séjour. Je m'appelle Monir. Monir. Ouais, Monir, n'oublie pas. Hein. Parce que j'ai l'habitude à dire ce nom pour travailler. Parce que, exemple, moi, je n'ai pas garde de corps. Donc, c'est pour ça que je donne un faux nom. Je dis pas si je suis qui, est-ce que je suis perto ou non, je dis pas. Et avec Monir, oh miracle, les grilles s'ouvrent. Ça, c'est le prix pour 12 pièces. 1,80 $? Non, 18 $. Et l'on découvre les vestiaires de la mondialisation textile. Tiens, une première marque, vous la connaissez celle-ci. C'est donc ici qu'IKEA fait ses courses pour habiller ses employés. Et dans un autre atelier, celle-là, Zara. On y reviendra tout à l'heure. En attendant, voici un short pour homme de son grand concurrent, H&M. Après 2 jours de visite, nous arrivons dans un quartier du nord de Dhaka. Équipés d'une caméra cachée, comme nous sommes toujours censés être des acheteurs, nous continuons à dérouler notre petit scénario. On voudrait faire produire des t-shirts. Un contremaître tient quelques modèles en main. Je peux en voir un? Il nous tend un short à rayures pour femmes. C'est très joli. Monoprix! C'est une marque française. Monoprix, un nom bien de chez nous. À Bordeaux, à Lyon, Toulouse, Paris, il y en a à tous les coins de rue. C'est l'enseigne star du centre-ville. Une marque responsable et branchée. Sur le site, une vidéo annonce fièrement 1 million de clients par jour. On y achète des légumes bio et des fringues tendance. Idéal pour habiller hommes, femmes, enfants, bébés. Une enseigne qui fait partie de la famille. De quoi acheter en toute confiance. À Dhaka, les patrons de cette usine, fournisseurs de Monoprix, nous accueillent dans leur bureau. Nous avons toujours notre caméra cachée. Sur des cintres, d'autres échantillons Monoprix. Je peux jeter un œil? Ah, ça c'est Monoprix aussi. C'est leur marque pour femmes. Butchou, oui, ça je connais aussi. Butchou, la ligne bébé de Monoprix. C'est la collection de cette année? Oui. Tout ça c'est Monoprix en fait. Oui. Monoprix a l'air d'être un gros client pour vous. Butchou, Autre Ton, CFK, 3 marques de la gamme textile Monoprix. C'est apparemment ce manager qui gère le client français. Devant nous, il affiche de solides références. Monoprix est un client fidèle, très fidèle. Nous travaillons avec Monoprix depuis 9 ans. 9 ans?
Donc c'est vraiment un gros client pour vous. Oui, chaque année nous travaillons pour eux. Vous devez être un bon fournisseur s'ils reviennent vers vous chaque année. Ah, si les acheteurs disent que nous sommes bons, alors oui, vous pouvez dire que nous sommes bons. Et nous n'avons jamais eu de plainte. Nous fournissons à Monoprix près de la moitié de leur volume au Bangladesh. À présent, la confiance règne. On nous laisse même tourner quelques images pour documenter notre visite commerciale. Fini, la caméra cachée. Mesdames, ouvrez grand vos yeux. En exclusivité, la collection Printemps-été 2012 de Monoprix. Par exemple, ce magnifique pantalon à rayures, disponible un mois plus tard en ligne et en rayon à 30 € seulement. Je vous en montre un autre qu'on a fait pour Monoprix. Celui-là également, déjà en vente dans tous les magasins à 30 €. Lui non plus, vraiment pas cher. On passe maintenant aux choses sérieuses. Direction les ateliers. Les acheteurs que nous sommes veulent vérifier la qualité de la fabrication. Mais nous, en fait, ce sont les conditions de travail des 1100 employés de l'usine qui nous intéressent. Au deuxième étage, 3 lignes sont dédiées à la nouvelle collection enfants de Monoprix. Selon les managers, le groupe français n'aurait jamais eu à se plaindre. Comme on nous l'explique, ici, madame, on respecte les horaires légaux. De 8h à 17h. 8h, 17h, d'accord. Combien c'est 8h, 17h. Plus 2 heures supplémentaires. Autrement dit, des semaines de 60 heures, conformes au droit du travail local. Comme nous sommes nous aussi bien concentrés sur notre travail, en regardant le visage de toutes ces couturières consciencieuses, celle-ci par exemple, ou celle-là, nous nous interrogeons, quel âge ont-elles ? Ces filles ont-elles 18 ans, l'âge minimum requis au Bangladesh pour faire des semaines de 60 heures ? Ont-elles seulement 14 ans, l'âge légal pour pouvoir commencer à travailler, mais jamais plus de 36 heures par semaine? Qu'en pensez-vous? Pas facile de se faire une idée. Au Bangladesh, encore une fois, la loi est claire. Interdiction de travailler dans une usine en dessous de 14 ans. Ainsi, cette très jeune fille, par exemple, on aurait bien voulu lui demander son âge. Mais dans la peau d'acheteur, impossible de parler aux employés. Et surtout, la question est trop sensible pour être posée à leur manager qui ne nous lâche pas d'une semelle. D'ailleurs, regardez, au fond à gauche, nous avons un ange gardien. Chemise à carreaux bleu et blanc, le regard constamment fixé sur notre caméraman. Nous allons le revoir. Ce soir-là, on nous raccompagne même gentiment jusqu'à notre voiture. Non, ça ira, vous embêtez pas, vraiment. Quelques jours plus tard, nous voilà de retour devant l'usine Monoprix. Dans les étages éclairés, tout le monde est encore à son poste. Il est près de 20 heures. 10 minutes plus tard, les premières ouvrières commencent à sortir. Même en comptant les heures sup, elles auraient dû avoir quitté l'usine depuis 1 heure. Encore 3 quarts d'heure de marche pour rejoindre son petit chez-soi. Le slum de Bachantek. Ruelles obscures, échoppes de tôle et en ombre, des pavillons typiques d'un bidonville. 20 000 personnes vivent ici, toutes sous le seuil de pauvreté. Mounir, notre guide, y a retrouvé plusieurs ouvrières de l'usine Monoprix. Viens par là, rejoins-nous. Sous ce voile blanc, voici Aki. Ami, je m'appelle Marie. Et moi, Aki. Aki? Oui. Ravie de te rencontrer. Est-ce qu'elle nous reconnaît? Tu les reconnais? Est-ce que tu les as vus à l'usine? Oui, je les ai vus il y a quelques jours. Elle se rappelle de nous. Cette usine, où nous nous sommes croisés, Aki y travaille depuis 1 an et demi pour payer cette pièce insalubre, juste éclairée à la bougie, dans laquelle elle habite avec sa maman. Immédiatement, nous posons à Aki la question qui nous taraude. Quel âge elle a? Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. Aki est bien en âge de travailler, mais le fait-elle dans les conditions horaires prévues pour les travailleurs mineurs? Elle a commencé à quelle heure ce matin? Tu commences à quelle heure le matin? 8 heures.
Et elle a fini à Et tu termines à 8 heures. combien de jours par semaine? 6 jours par semaine. 6 jours par semaine, oui. Est-ce que ça lui a 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Aki est donc employé 72 heures par semaine, le double du temps de travail autorisé, en violation totale des lois locales et internationales. Nous vérifions que la jeune fille fait bien partie des petites mains qui confectionnent les vêtements Monoprix en lui montrant les images tournées dans son usine. Est-ce qu'elle le reconnaît, celui-là? Ce modèle-là, tu le reconnais? Ça, c'est sur la ligne de production B ou C. Aki a-t-elle participé à la fabrication de ce short à carreaux bout de chou pour bébé que nous avions vu dans le bureau de son patron? Et ça, tu connais? Oui. Oui, c'est. Elle a travaillé dessus? Elle a fait quoi dessus? Tu as fait quoi dessus? J'ai travaillé sur les coutures. Notre petit manège intrigue de plus en plus de monde. Des acheteurs en visite chez des ouvrières en plein bidonville, caméra au point, c'est louche. Un homme surgit du fond de la nuit et intervient. Vas-y, il faut que tu racontes. Les conditions de travail sont bonnes dans l'usine. Comme nous le signale Mounir, notre guide, cet homme arrive de l'usine. On dirait même notre ange gardien. Vous vous rappelez? Avec la chemise à carreaux. Ce soir, il est dans la chambre de la jeune fille. Et comment ils ont su qu'on était là? Tu sais, par téléphone, il y a des plans de travail. C'est-à-dire qu'on est un peu bloqué là avec le mec. La présence de cet homme, insistante, écourte notre visite. Ok, tu leur dis au revoir? Pour protéger Aki et sa maman, nous partons. Notre enquête se poursuit dans le bazar du bidonville pour retrouver d'autres ouvrières. Au détour de cette ruelle, nous avons une deuxième rencontre à faire. En vert et bleu, voici Khadija. Derrière elle, sa copine, Charmine. Toutes deux sont voisines à la ville, comme à l'usine. Oui, oui, la même usine que celle d'Aki, l'usine Monoprix. Cette fois, en suivant la petite silhouette de Khadija, nous n'attendons pas d'être à l'abri pour lui poser la question essentielle. Tu as quel âge? Moi, j'ai 14 ans. 14? Moi, je pense plutôt que tu en as 12 ou 13. J'ai 12 ans. En réalité, Khadija ne sait pas si elle a 12, 13 ou 14 ans. Aucun acte officiel n'a été signé à sa naissance. Au Bangladesh, ce genre de document n'est obligatoire que depuis 2004. La discussion se poursuit chez Khadija. Toit de fortune, cloison en tôle. L'année dernière, elle a quitté les bancs de l'école pour ceux de l'usine afin de payer cette cabane où elle vit avec ses parents trop malades pour travailler. Depuis, Khadija, gamine du slum de Bachantek, pointe à l'atelier textile comme une ouvrière adulte. Combien de jours par semaine elle travaille? À quelle heure tu commences le matin? À l'usine, 8 heures. Et tu termines à? Je termine à 20 heures. D'accord. Et combien de jours par semaine? Je travaille 6 jours par semaine. Au minimum, des semaines de 72 heures, qui parfois se prolongent sur son seul jour de repos, comme le prouve sa carte d'ouvrière. Le tout pour fabriquer des produits Monoprix. Ça, elles connaissent. Vous avez travaillé sur d'autres vêtements de cette marque? Oui, il y en a eu d'autres. Est-ce qu'elles ont travaillé sur des choses avec cette étiquette? Elles? Oui, elle dit c'est ça. Et elle avait fait quoi, par exemple? C'était quoi comme produit? Vous avez travaillé sur quel modèle pour cette marque? D'autres pantalons, des shorts, des choses comme ça. Elle travaille les shorts et les pantalons. Et c'était quand? C'était avant? Oui. Il y a combien de temps? Un mois? Non, pas un mois, 15 jours. Ça, je reconnais. Ça, on s'en est occupé. Elles ont fait? Oui.
Je suis triste parce que je ne peux pas aller à l'école, jouer avec les autres et sortir. Travailler à l'usine, c'est comme être enfermé dans une prison. Mais je suis obligée parce que mes parents sont pauvres. On aurait bien voulu vous dire que ça n'était qu'un cauchemar. Qu'en fait, on les a juste rêvées, ces filles, qui mènent des vies d'adultes pour le compte d'une enseigne bien de chez nous, où nous sommes 1 million à nous précipiter chaque jour. Pourtant, en France, des chartes existent pour lutter contre ces pratiques illégales. Il y en a même une qui a été signée par l'ensemble des distributeurs français, dont Monoprix. Eh oui, c'est l'ICS, l'initiative clause sociale, créée en 1998, il y a presque 15 ans. Des paroles et des actes en flagrante contradiction. Monoprix, on fait quoi pour vous aujourd'hui? Pour nous, aujourd'hui, ça sera une interview au siège, à Clichy. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, Nous 5, avons 6. sollicité la direction de Monoprix en expliquant que le sujet portait sur le travail des mineurs chez son principal fournisseur Bangladesh. 1, 2, 1, 2, voilà, c'est bon. 3 semaines plus tard, Cécile Cloarec, directrice des ressources humaines, de la communication et du développement durable, nous reçoit. C'est bon pour vous? C'est parti. On revient à l'instant du Bangladesh et nous avons notamment enquêté dans une usine qui travaille pour vous. Elle s'appelle Chittagong Fashion Millennium Textile Limited. Est-ce que vous êtes déjà allé sur place? Est-ce que le groupe Monoprix est allé sur place au Bangladesh? Alors, le groupe Monoprix va sur place au Bangladesh, mais ce sont nos professionnels du textile que nous envoyons qui vont discuter avec les fournisseurs de la qualité des produits et qui ne sont pas en charge de la partie sociale du fonctionnement des usines. Vous nous avez rapporté des faits qui sont extrêmement graves et je tiens à vous dire en tout cas que ces faits-là, s'ils sont avérés, sont totalement inacceptables pour Monoprix. On est absolument à l'encontre et de nos valeurs et des règles sur lesquelles on demande à nos fournisseurs de s'engager. On a été frappé par les conditions de travail des personnes qui fabriquent des vêtements pour le groupe Monoprix. Conditions de travail notamment sur les horaires. Comment expliquez-vous que vous, le groupe Monoprix, vous travaillez avec cette usine depuis 9 ans? Comment se fait-il que nous, journalistes à l'équipe de Cache Investigation, on vous apprenne ces choses-là? Vous devriez le savoir depuis très longtemps. Nous travaillons avec cette usine depuis plusieurs années. Elle a signé un engagement éthique. Elle ne le respecte pas? Manifestement, en tout cas, dans les faits que vous nous relatez et qui sont extrêmement graves, si ces faits sont avérés, ça veut dire qu'effectivement, elle ne respecte pas ses engagements. Et nous avons pris votre alerte très au sérieux. Dès que vous nous avez contactés, nous avons arrêté immédiatement toute production dans cette usine et nous avons diligenté un audit pour comprendre ce qu'il s'y passe. Donc maintenant, il s'agit effectivement d'aller plus loin pour vérifier la chaîne de responsabilité et prendre les éventuelles mesures qui s'imposent. On va rentrer beaucoup plus clairement dans ce que nous, on a constaté sur le terrain. Par exemple, Aki, qui a 17 ans, elle travaille dans cette usine qui travaille pour le groupe Monoprix depuis 1 an. Ça veut dire qu'elle a commencé à travailler, elle avait un peu moins de 16 ans. Elle a travaillé notamment sur ce short à carreaux qui est ici. On l'a rapporté du Bangladesh, donc on est certaine qu'elle a travaillé là-dessus. C'est un short Bouchou. Donc il est avec l'étiquette qui est apposée là-bas. Donc on voit bien que c'est un short qui est fait pour vous. Est-ce que c'est normal qu'une jeune femme qui a commencé à travailler à 16 ans dans cette usine pour vous travaille 70 heures par semaine pour fabriquer des vêtements qui sont dans vos magasins et que nous achetons? Je vais être très claire, c'est totalement anormal et totalement contraire à ce que Monoprix exige de ses fournisseurs. Oui, mais c'est pas normal qu'on vous l'apprenne, très franchement. Soyons extrêmement clairs, et je pense que c'est important pour les Français qui vont regarder ce reportage. Ces produits, vous n'allez pas les trouver en rayon. Vous allez les retirer. La production a été arrêtée. Mais vous allez les retirer des rayons. Vont être évidemment retirés des rayons. Je vais vous montrer le visage d'une jeune fille, pour le coup, très jeune. On la voit ici. Elle s'appelle Khadija, cette fois. Donc là, on est pour le coup véritablement dans du travail d'enfant. C'est-à-dire que cette jeune fille, elle ne va plus à l'école et elle travaille dans les usines qui fabriquent des vêtements Monoprix. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ces images... Regardez son visage. En tout cas, son visage, voilà, ce fait, en tout cas, est totalement inacceptable. Quand on fait l'audit, on réalise des audits pour vérifier les dossiers du personnel et on a arrêté la production. Objectivement, vous êtes stupéfait, vous êtes scandalisé, vous êtes quoi quand on vous montre ça? La question n'est pas d'être scandalisé ou pas, la question maintenant c'est de savoir comment est-ce qu'on avance. C'est de savoir aujourd'hui comment une entreprise européenne peut accompagner un fournisseur pour l'amener vers des normes qui sont acceptables. Dont acte.
Monoprix s'engage à renforcer ses contrôles chez ses fournisseurs. C'est une question d'honneur et surtout d'image. Les mauvaises conditions de travail, l'exploitation des mineurs, ça fait des taches sur l'étiquette. Et ça défraye toujours la chronique. Mais surtout, ça vous colle au basque pendant un bon moment. Il y a l'image officielle d'une enseigne modèle, du genre idéal, bien sous tout rapport. Mais en réalité, ce sont les entreprises les plus engagées qui, parfois, ont le plus à cacher. Nous allons vous révéler comment. Enfin, pas nous. Elle, plutôt. Cette jeune femme préfère rester anonyme, car elle a décidé de témoigner sur l'histoire d'un t-shirt porté par des milliers de gens à travers la France entière. Rappelez-vous, c'est arrivé près de chez vous. La campagne Nettoyons la nature, la plus grande manifestation environnementale jamais organisée en Europe. Vous en faites peut-être partie de ces 500 000 bénévoles qui chaque année font le ménage dans nos villages, sous la bannière du premier distributeur français, le groupe Leclerc. Justement, avez-vous déjà jeté un œil à l'étiquette du t-shirt qui vous a gentiment été offert? Et pour la campagne 2010, par exemple, devinez donc où ils ont été fabriqués. Welcome to beautiful Bangladesh. Eh oui, au Bangladesh, eux aussi, à quelques kilomètres de l'usine qui travaille pour Monoprix. Cette inspectrice indépendante a longuement travaillé au Bangladesh. C'est elle qui précisément a contrôlé les conditions de travail chez les 3 fabricants des t-shirts Nettoyons la nature en 2010. Là, on voit quand même assez clairement. Ça, ce sont les photos que vous avez prises. Donc, on voit effectivement oui, on voit très bien des enfants de moins de 13 ans sur les lignes de prod. Donc, à trier les parties cousues. Là aussi, un petit de, je sais pas moi, 10-11 ans. Et ce jeune garçon avait beaucoup de camarades avec lui dans la cour de l'atelier. Les audits effectués par l'inspectrice sont formels. Ils mentionnent du travail d'enfants dans les 3 usines. L'une d'entre elles emploie même un effectif record. Vous disiez que sur 425 ouvriers, à la date de l'audit, il y avait 50% au moins des ouvriers qui avaient moins de 15 ans, 50% sur 425 ouvriers. Donc ça fait au moins 200 personnes qui ont moins de 15 ans. Et une quinzaine d'entre eux avaient entre 10 et 12 ans. C'est très grave. Ben, c'est très grave dans ces conditions de travail-là et dans cette façon de faire-là. Vous avez des clients type Leclerc qui vont passer par des grossistes en France. Ces grossistes en France vont passer par des agents en France qui vont passer par des agents locaux. Et enfin, on arrive à l'usine de production. Donc, vous imaginez tous les intermédiaires et la façon dont les prix doivent être grignotés. D'accord. Donc forcément qu'on arrive à ce type d'usine. À ce stade, voici ce que nous venons d'apprendre. Des t-shirts Leclerc auraient été fabriqués par plusieurs centaines d'enfants et d'adolescents. 3 audits le prouvent. Et l'inspectrice estime que Leclerc a dû avoir connaissance de ces audits. En principe, face à de tels abus, le groupe a forcément refusé la commande. Eh bien, pas du tout, comme nous allons le voir. Au début de toute l'affaire, Leclerc passe sa commande auprès d'un fournisseur français à Bordeaux, qui lui-même sous-traite à une autre société basée à Lyon. C'est cette dernière qui confie directement la fabrication des t-shirts aux 3 usines bangladaises. Sur place, au Bangladesh, nous enquêtons toujours avec Mounir, notre guide. Rappelez-vous, il est inspecteur lui aussi. Et en 2010, il a justement travaillé sur les fameux audits Leclerc. Avec lui, nous retournons à Narayagorn, le quartier où sont situées les 3 usines concernées. Parmi elles, juste là, derrière ce portail, l'entreprise Jazz Composite. Celle où la moitié des ouvriers avaient moins de 15 ans. Nous sommes reçus par le directeur adjoint. À peine entré, aucun doute. Ah, d'accord. Et il vous reste encore des t-shirts? Oui. Aux 4 coins du bâtiment, des cartons estampillés Nettoyons la nature, campagne 2010, confirment que nous sommes au bon endroit et que la fabrication a bien été faite. Reste à savoir si le patron a expédié des t-shirts en France.
Nous avons pris la commande et relevé le défi de fabriquer les t-shirts en très peu de temps. Nous avons expédié 100 000 t-shirts. 100 000. En France? Oui, en France. 100 000 t-shirts comme celui-ci, expédiés en France, malgré le travail d'enfants signalé dans cette usine par l'audit. Un étage plus haut, le directeur adjoint veut nous présenter quelques-unes de ces ouvrières pleines d'expérience. Est-ce que vous avez travaillé sur ces t-shirts? Oui. Vous trois? Oui. Toutes nos ouvrières ont travaillé sur ce t-shirt. Ok. Et toi, tu as travaillé dessus? Oui, monsieur. Elle dit qu'elle a travaillé dessus. D'accord. Dans la foulée, le patron nous explique qu'il emploie cette ouvrière depuis 3 ans. Son visage poupin ne nous laisse pas de doute. L'inspecteur Mounir est formel. Elle est moins que même pas 14 ans. Même pas 14 ans. À l'époque où ont été fabriqués les t-shirts, cette jeune ouvrière aurait donc eu 13 ans maximum. Notre visite dans cet atelier nous confirme donc que malgré l'évidence de travail massif d'enfants et de jeunes adolescents, la commande Leclerc a bien été lancée. Inconcevable. Surtout lorsque l'on s'engage pour une consommation responsable. On lui dit qu'il faut consommer responsable pour elle et pour la planète. Mais consommer responsable, c'est un peu flou pour Mademoiselle R. Un commerce éthique, équitable et durable. C'est le credo du groupe Leclerc, comme le martèle sa dernière campagne de pub. Information, emballage, utilisation, fabrication, composition. Un combat pour le progrès mené par le patron lui-même, Michel-Édouard Leclerc. Il le défend partout dans les médias. Leclerc. Je crois que les gens ne font les choses que parce qu'ils y trouvent du plaisir. Or, aujourd'hui, il y a du plaisir, il y a de l'intérêt à développer une économie qui soit durable. Ça, c'est l'objectif numéro 1 du commerce équitable. C'est certainement une des voies de la reconstruction, en tout cas pour les petits producteurs du Sud. Votre coton est là-dedans? Oui. Vous êtes producteur vous-même? Oui, je suis producteur. Et pour aller à la rencontre de ces autres petits producteurs du Sud, Michel-Édouard Leclerc n'hésite pas à parcourir des milliers de kilomètres. En Afrique, par exemple. On en a même parlé au journal de 13h. Et il propose des t-shirts en coton qui permettent à des fermiers de vivre correctement au Mali. C'est du coton bio équitable. Ils viennent du Mali. Mais les t-shirts qui viennent du Bangladesh, Michel-Édouard Leclerc savait-il qu'ils avaient été fabriqués par des centaines d'enfants mineurs? Nous demandons une interview. Quelques coups de fil, plusieurs mails, au final, c'est niet. Nous insistons. Mais le patron du groupe Leclerc refuse de nous prendre en ligne. Une drôle de négociation s'engage alors par SMS, avec Michel-Édouard Leclerc en personne, pendant au moins 2 semaines. Au bout du compte, c'est encore par SMS qu'il nous répond sur le fond. Lisons ensemble. Mon groupe n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Il s'agit de t-shirts publicitaires commandés dans l'urgence à un fournisseur français qui a stipulé dans son devis la réalisation d'un audit social auprès de ses fournisseurs. Et il précise ensuite: ce fournisseur nous a envoyé en retard les premiers t-shirts, mais en plus, il ne nous communiquait pas les résultats des audits. Cette société française s'étant avérée incapable d'assumer ses obligations tant commerciales qu'éthiques, nous n'avons donné suite ni à ses fournisseurs, ni à ses sous-traitants. Michel-Édouard Leclerc déclare avoir interrompu toute relation commerciale avec le fournisseur mis en cause et affirme n'avoir jamais su que des mineurs avaient travaillé pour son groupe. Mais 100 000 t-shirts ont bien été fabriqués en partie par des enfants pour la campagne Nettoyons la nature 2010. En somme, le monde du textile, c'est un peu comme une histoire de poupée russe. Un petit ouvrier est employé par un petit patron, recruté par un intermédiaire, enrôlé par un autre intermédiaire, choisi par le distributeur français, pourtant le plus engagé. Au Bangladesh, l'industrie textile va parfois beaucoup plus loin et joue avec la vie des ouvriers. Tout commence quelques jours avant notre départ. C'est cette jeune femme qui nous alerte, Sarah, bénévole dans une ONG locale.
Pendant plusieurs semaines, elle a enquêté sur ce qui pourrait bien devenir un scandale de santé publique dans son pays. Sur ses conseils, nous remontons cette piste de sable jusqu'au foyer de l'épidémie. Le quartier de Chavar, tout près de Dhaka, la capitale. À la porte d'ateliers discrets, des ouvriers au visage poussiéreux. La source de la contagion se cache au fond du hangar, où ils travaillent, dans la pièce la plus confinée. Au cœur de la pénombre, dans une atmosphère surchauffée, des ombres s'activent, comme dans un ballet infernal. On les appelle les sableurs. Car chers de fortune sous le bras, ils projettent du sable à haute pression sur la toile brute de ces jeans pour leur donner un aspect blanchi, vieilli. Le petit grain vintage qu'on adore porter dans le monde entier. Traitement quotidien, 23 pièces à l'heure, 12 heures par jour. Cet ouvrier, par exemple, ça fait combien de temps qu'il travaille ici? 4 ans. 4 ans, d'accord. Et il y a combien de sableurs exactement ici? Combien? 30. 30? Ici, le bruit est insoutenable et l'atmosphère irrespirable. Ce sable, qui se dépose partout, c'est l'ennemi sournois des ouvriers. Pulvérisé sur la toile, le sable traverse leur maigre foulard et se loge directement dans leurs poumons, les exposant ainsi à la silicose, une affection respiratoire incurable et mortelle. Voilà pourquoi le sablage, interdit dans l'Union européenne, est également banni en Turquie, 3e exportateur mondial de jeans. Comme le révélait le magazine Envoyé spécial, la silicose y a déjà tué 52 sableurs et menace désormais la vie de 1200 autres. Vous pouvez produire combien de jeans par mois? Par mois, on peut sabler 500 000 pièces. Et pour faire tourner la machine, un énorme château de sable, dont nous voulons mesurer la dangerosité. Où est-ce que vous le trouvez, ce sable? On le fait venir d'un autre quartier, au nord de Dhaka. On l'achète là-bas. C'est du sable prélevé sur les rives de la rivière Jamuna. Un sable de mauvaise qualité, selon les experts. Chargé à 68% de silice cristalline, il serait donc l'un des plus meurtriers. Une bombe à retardement pour les poumons des ouvriers. Difficile d'imaginer que des entreprises internationales les fassent travailler dans de telles conditions. Et pourtant, sous le spray chirurgical des sableurs, ce serait bien une marque européenne, comme va nous le montrer le manager. Ça, c'est sablé. C'est destiné au marché international? Oui, c'est pour l'international. Pour quel pays? C'est pour la marque Lindex. Oui, je vois, c'est suédois, hein, c'est ça? Lindex, une marque suédoise. C'est un peu comme H&M, mais en moins connu. Plus de 400 magasins en Europe du Nord et des ambassadrices à la blondeur scandinave. L'actrice Reese Witherspoon, mais surtout Gwyneth Paltrow, égérie de la nouvelle collection Printemps-été. I want to order the clothes for myself. Avis aux fans, le jean en provenance de cet atelier serait en vente à 39,95 € sur le site internet de la marque. Quelques pages plus loin, l'Index affirme pourtant ne pas utiliser le sablage et l'avoir même formellement interdit depuis décembre 2010. Nous remontons la piste de l'enseigne suédoise jusqu'à l'un de ses fournisseurs officiels au Bangladesh, l'entreprise Pioneer. C'est une usine de ce groupe, située elle aussi dans le quartier du jean à Dhaka, qui aurait confié les jeans Lindex à l'atelier de sablage. Nous contactons la marque suédoise afin d'obtenir une interview. Après 3 semaines de négociations, voici leur réponse définitive.
Il nous confirme avoir totalement banni le sablage et nous informe qu'après avoir enquêté sur la base de nos informations, ils ne peuvent être absolument sûrs que ces jeans sont en vente dans leur magasin. Mais ils nous remercient et nous assurent qu'ils prendront des précautions supplémentaires en renforçant leurs mesures de contrôle à l'avenir. Dans les rues de Dhaka, chez les forçats du denim bangladais, l'épidémie du jean fait déjà ses premières victimes. Chaque semaine, Sarah passe plusieurs heures dans les transports pour emmener des malades se faire diagnostiquer. Sous la moustache, Anan, 8 ans de sablage, a les poumons en vrac. En rickshaw, le taxi local, après 30 minutes de trajet un peu mouvementé, nous arrivons sans encombre à l'Institut national des maladies pulmonaires. En polo turquoise, Ryan, sableur depuis 2 ans, est un autre des 37 malades identifiés par l'ONG de Sarah. Ce matin, tous les 3 sont convoqués par le docteur Mustapha. Je suis sableur. Et vous avez les mêmes symptômes que ce monsieur, les mêmes problèmes? Oui, je ne peux pas courir. Quand je marche un peu vite, je ne me sens pas bien. J'ai aussi du mal à monter les escaliers. Même métier, même symptômes et même diagnostic. Ces 2 patients souffrent de la même maladie à cause de leur exposition à la poussière, à la silice. Mais où ont-ils attrapé cette maladie? C'est à cause de leur métier. Regardez, il y a du sable dans leurs poumons. Oui, ces petits points là. S'ils ne changent pas de métier, leurs poumons seront de plus en plus infiltrés par cette poussière et ils se sentiront de plus en plus essoufflés. Puis, ils souffriront d'un déficit d'oxygène, ensuite de défaillance respiratoire et enfin de défaillance cardiaque. Donc ils doivent démissionner tout de suite, c'est ça? Oui, c'est très important. Aujourd'hui, dans le cabinet du docteur Mustapha, le mot silicose n'a pas directement été prononcé. Mais les poumons fatigués d'Anan et de Ryan en montrent déjà les premiers symptômes. À même pas 30 ans, pour préserver leur vie, ils n'ont plus qu'une seule solution, la retraite forcée. Le médecin vous a conseillé d'arrêter de travailler. Qu'allez-vous faire? Prendre une semaine de congé. Vous pouvez faire ça? Oui, si je montre mon dossier médical avec la signature du médecin au manager, je peux prendre 7 jours. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? J'ai peur d'avoir une maladie très grave. Mais pourquoi ne pas quitter définitivement votre travail? Je ne peux pas. Ça créerait trop de problèmes. Au revoir, madame. Alors dans une semaine, comme chaque jour depuis 8 ans, Anan retournera sabler ses jeans, qui le tuent à petit feu. Dans notre jargon journalistique, on appelle ça une source. Une ou plusieurs personnes qui nous transmettent des informations confidentielles. Par exemple, dans une clé USB. Évidemment, notre devoir est de protéger ces sources. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons, officiellement, nous vous expliquerons que cette clé a atterri un jour, comme par magie, sur notre bureau. À l'intérieur, nous découvrons un document d'une 20aine de pages, entièrement rédigé en anglais. Il y est question de New Delhi, en Inde, et de l'industrie textile. Nous comprenons rapidement qu'il s'agit d'un rapport d'audit confidentiel sur des ateliers de fabrication, truffés d'animations. Il présente des conclusions accablantes. Salaires minimums légaux non respectés dans 76% des cas, mais surtout du travail d'enfant identifié chez un quart des fabricants.
Daté de septembre 2009, ce rapport a été réalisé par Inditex, une grande entreprise dont le nom apparaît sur toutes les pages. Inditex, ça ne vous dit rien? Et si on vous disait plutôt Zara? Ah, d'un coup ça vous parle, non? Zara, un nom qui vous donne une furieuse envie de faire du shopping. C'est normal, vous allez y faire un tour en moyenne toutes les 3 semaines. C'est l'enseigne d'habillement préférée des Français, le paradis de la fringue chic et low cost. Fondée en Espagne en 1975, Zara a permis à Inditex de devenir le plus grand empire textile de la planète. 5527 boutiques dans le monde entier et des marques qui habillent toutes nos avenues, Bershka, Stradivarius, Oysho, etc. À l'arrière d'une berline, on devine Amancio Ortega, le très discret fondateur d'Inditex. Image rare de cet ancien fabricant de peignoirs, reconverti en 5e fortune mondiale. Son secret, renouveler les collections en permanence. Un business model si novateur qu'il est étudié à l'université d'Harvard. On appelle ça la fast fashion, la mode express. Vous avez un petit creux, vous allez au fast-food, vous avez une petite envie de shopping, vous allez chez Zara. Une nouvelle robe toutes les 2 semaines, une nouvelle garde-robe tous les 3 mois. Chez Zara, c'est possible parce que c'est pas cher, vraiment pas cher. Et surtout, ça rapporte 1,9 milliard d'euros de bénéfices nets pour Inditex cette année. Mais à quel prix, exactement? La réponse se trouve visiblement dans ce document confidentiel que nous avons récupéré. Les équipes d'Inditex y analysent les conditions de travail dans leur chaîne de production de New Delhi. Le classement maison des fournisseurs est simple, comme à l'école. Les notes vont de A, la meilleure, respect des lois et des chartes éthiques, à la plus mauvaise, D, violation caractérisée, comme le travail d'enfant. En 2009, les 24 fournisseurs officiels d'Inditex à New Delhi sont tous recalés, classés D. Nous découvrons aussi, à l'ombre de ces fabricants accrédités, un immense réseau de sous-traitants, plus de 2000. Une gigantesque toile d'araignée, étendue sur toute la ville. Dans le fichier, il y a même des vidéos tournées par les inspecteurs d'Inditex pour illustrer les conditions de travail déplorables chez certains de ces sous-traitants. On pénètre dans des ateliers plutôt sombres, avec des installations électriques apparemment dangereuses. De sérieux problèmes d'hygiène dans l'environnement des ouvriers, ou même les pièces exiguës dans lesquelles certains passent leur journée. Mais c'est en regardant la dernière vidéo du rapport que nous comprenons pourquoi Inditex en a tenu les conclusions secrètes. Dans cet atelier, les recrues ont dormi au pied des machines à coudre, à même le sol. Y vivent-ils? Combien gagnent-ils? Allez, levez-vous, allez! Et surtout, quel âge ont-ils? Moins de 16 ans? Moins de 14 ans? Et l'on s'interroge encore. Comment le plus grand groupe textile du monde en est-il arrivé là? Nous demandons à rencontrer le directeur d'Inditex France. Proposition refusée. Dans l'entreprise, on parle très peu à la presse. Plan B, partir pour l'Espagne, le fief du groupe, afin d'obtenir des explications du grand patron. Nous nous invitons dans ce grand hôtel de Madrid, où se tient la conférence de presse de l'entreprise sur ses résultats annuels. L'une des rares occasions où les journalistes peuvent poser des questions à la direction. Inditex, fleuron industriel national, attire toute la presse espagnole et mondiale. Tout à coup, on dégaine les objectifs, car voici Pablo Isla, l'actuel président d'Inditex, l'un des artisans majeurs de la réussite du groupe. Isla a l'air radieux. Cette année encore, il présente des performances exceptionnelles. Bonjour à tous.
J'aimerais tout d'abord remercier nos fournisseurs et leurs employés qui répondent à nos demandes et à nos besoins. Et je voudrais aussi dire merci à nos clients de nous accorder autant de confiance. Il a raison, Pablo Isla, de remercier ses fournisseurs. Nous avons justement des questions les concernant. Quelques questions de la télévision française en anglais, si ça ne vous dérange pas. Inditex est une entreprise leader, reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de la responsabilité sociale à travers le monde. Et son engagement contre le travail des enfants et pour le respect des salaires minimums légaux. Pouvez-vous nous confirmer ici qu'aucun enfant ne travaille pour Inditex ? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que notre code de conduite interdit absolument toute situation de travail d'enfant. Dès que nous détectons chez un fournisseur quelconque une situation de ce type, je peux vous dire que nous agissons immédiatement avec le maximum d'autorité. Nous avons obtenu un rapport que vous connaissez probablement, selon lequel des enfants de moins de 16 ans, de moins de 14 ans travaillent. Nous voudrions savoir pourquoi ces enfants travaillent pour Inditex. Est-ce un problème de vigilance ou serait-ce parce qu'un enfant coûte moins cher ? Je vous garantis, d'abord, je trouve le ton de votre question terriblement offensant. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Deuxièmement, je vous garantis qu'Inditex ne tolère aucune situation de travail d'enfant. Et que dès que nous détectons une situation de ce type chez n'importe quel fournisseur, nous agissons immédiatement. Monsieur, ce rapport date de 2009 et il y est clairement dit qu'Inditex était au courant. Il s'agit d'un rapport dans lequel 24 de vos fournisseurs ont été audités à New Delhi. Et ce rapport explique clairement que les salaires minimums légaux ne sont pas respectés et qu'il y a du travail d'enfant. Et ces fournisseurs ont continué à travailler pour Inditex. Donc nous voudrions savoir, quand il s'agit de diminuer les coûts, jusqu'à quelle limite peut-on aller ? Écoutez, ce n'est pas le sujet de cette conférence de presse. Laissez-nous plus d'informations et nous vous répondrons. La tension est palpable, mais Inditex nous promet que notre demande d'interview sera étudiée. En attendant, nous poursuivons notre enquête dans les placards du plus grand groupe textile du monde. Et en cherchant bien, nous finissons par en déverrouiller la porte la plus secrète. Pour la première fois, bien au-delà des frontières de New Delhi, nous allons vous dévoiler un autre document totalement confidentiel au cœur du système Inditex. Ce document, sous la forme d'un tableau, c'est le barème d'évaluation mis au point par l'entreprise elle-même pour noter ses fournisseurs dans le monde entier. Dans la colonne de gauche, les critères sur lesquels sont notées les usines qui travaillent pour elle. Exemple, si un fournisseur emploie des enfants ou ne respecte pas les salaires minimums légaux, il écope de 76 points de pénalité pour chacune de ces infractions. Plus le score final est élevé, plus le fournisseur est mal classé. A, c'est bien, D, c'est grave. Mais c'est à la ligne 18 de ce tableau que se cache le secret le mieux gardé d'Inditex. La sous-traitance sans autorisation, comprenez, clandestine. Elle n'est quasiment pas pénalisée, 2 points seulement, une sanction minimum. Autrement dit, le fournisseur indien qui a fait travailler ce sous-traitant n'aurait été pénalisé que de 2 petits points. Plutôt embarrassant, les dessous d'Inditex, vous ne trouvez pas ? Une semaine après notre première rencontre à Madrid, le groupe accepte finalement de nous accorder une interview au siège de Zara France, à Paris. Il y a notre équipe, bien sûr, et envoyé spécialement d'Espagne, Félix Poza Peña, le monsieur propre d'Inditex, le directeur de la responsabilité sociale de l'entreprise. Mais il n'est pas venu seul. Dans son sillage, le directeur général de Zara France,
suivi par 2 spécialistes de la communication de crise et le responsable com d'Inditex. Ah, le jeune homme en jean, c'est notre ingénieur du son. OK. Ok. La rencontre va donc se dérouler sous haute surveillance. D'ailleurs, comme nous, ils installent leur propre caméra pour enregistrer l'intégralité de l'interview. Tout le monde tourne. C'est parti. Alors, on a un rapport qui émane de vos services, qui émane directement d'Inditex. Il a été réalisé en 2009 à Delhi, en Inde. Vous avez expertisé 24 fournisseurs officiels d'Inditex. On va regarder ensemble ce qu'il en est ressorti, parce que c'est assez effarant. D'après vos barèmes, sur les 24 fournisseurs qui ont été expertisés à ce moment-là, tous ont écopé de la lettre D. On le voit ici partout sur ce schéma. Et D, c'est la pire note que vous puissiez donner à un fournisseur. Je crois que la philosophie fondamentale de ce rapport, d'ailleurs, je ne sais pas comment il est arrivé entre vos mains, parce que c'est une présentation interne. Enfin, le but c'était précisément de mettre en exergue un problème dans notre chaîne de fournisseurs, de passer en revue chacun de ces fournisseurs et d'identifier leurs problèmes et ensuite d'établir avec eux un calendrier précis dans lequel chaque fournisseur s'est engagé à corriger tel ou tel problème. Voilà ce que nous faisons. C'est un exemple de bonne pratique et pas l'inverse. Mais là, il y a beaucoup à corriger. Vous êtes d'accord, hein? 24 fournisseurs, 24 lettres D, donc ça veut dire qu'en fait, il y a tout à corriger. Ça veut dire qu'il y a du travail d'enfant dans quasiment toutes les entreprises et tous les fournisseurs, des problèmes de salaire, des problèmes d'horaire, des problèmes d'hygiène. Donc ça veut dire que quand vous regardez ça, vous dites qu'il y a tout à faire, en fait. Oui, exactement. Comme je vous l'ai dit, nous sommes très vigilants et nous contrôlons activement notre chaîne d'approvisionnement. Et quand nous rencontrons un problème, comme celui dont vous me parlez, nous prenons des mesures correctives. Notre attitude, c'est que le risque zéro n'existe pas. Donc, quand nous détectons un problème, nous enquêtons et nous corrigeons ce problème. Et nous avons fait changer l'attitude de ces fournisseurs indiens. Alors, sur les 24 fournisseurs qui ont été classés D en 2009, combien sont classés A aujourd'hui? Comme ça, de mémoire, je ne sais pas. Mais plus aucun, en tout cas, n'est classé en catégorie D. Ça, j'en suis sûr. Nous en avons abandonné 3 qui n'avaient pas tenu leurs engagements par rapport au plan d'action correctif mis en place avec eux et qui ne voulaient pas nous suivre sur ce chemin. Nous en avons abandonné 4 autres pour des raisons commerciales et donc actuellement nous travaillons toujours avec 17 d'entre eux sur les 24 au total. Mais quand on regarde le rapport un peu plus loin, on voit autre chose. C'est-à-dire que ces 24 producteurs, fournisseurs, pour votre groupe Inditex, sous-traite ensuite avec 2000 entreprises. Donc là, maintenant, on voit cette espèce de toile d'araignée de fournisseurs qui travaillent pour vous, parce qu'ils travaillent bien pour le groupe Inditex. Comment, objectivement, pouvez-vous contrôler 2000 sous-traitants à Delhi? Ça veut dire qu'il y en a d'ailleurs 2000 autres ailleurs, mais à Delhi, il y en a au moins 2000. Et là, on parle des sous-traitants. Oui, sous-traitants. Et ça veut dire que chez ces sous-traitants, il y a aussi... Là, on l'a vu, hein, nous, on a vu que vous avez fait un contrôle sur ces sous-traitants. Et dans le contrôle que vous avez fait, dans 25% des cas, il y avait du travail d'enfant. Non, mais là, on voulait montrer que ces fournisseurs faisaient de la sous-traitance sans que notre groupe soit au courant et sans que nous ayons autorisé leurs sous-traitants. Donc, nous avons enquêté sur les origines de cette sous-traitance. Et ce que nous avons fait au cours de ces dernières années, c'est de travailler directement avec nos fournisseurs pour qu'ils augmentent leur capacité de production. Moi, je voudrais vous montrer encore un document parce que c'est très intéressant. C'est un document que vous devez connaître aussi. Justement, quand vous essayez de faire changer les choses dans les entreprises, il y a un barème comme celui-ci avec des points. Et le système est assez simple. Plus le délit est grave, plus vous accordez un maximum de points aux usines. Et ce qui est frappant pour nous, c'est que, par exemple, quand un de vos fournisseurs ne déclare pas un sous-traitant, il n'écope que de 2 points, c'est-à-dire d'une sanction minimum, vraiment minimum. Je ne sais pas d'où vous sortez ça, car ça, c'est le barème que nous utilisons dans notre gestion. Inditex, oui. Je ne sais pas qui vous l'a fourni, en tout cas, ce n'est pas quelqu'un de notre département. C'est pas le problème, mais ça vient d'Inditex.
Ok, mais là vous me parlez d'une chose bien particulière. Vous me parlez de la sous-traitance qui ne nous est pas déclarée à nous. Ah non, c'est votre... Ce que nous devons faire, je voudrais insister sur une chose. Notre politique, c'est tolérance zéro à l'égard de toute infraction à notre code de conduite. Mais quand vous dites c'est tolérance zéro, franchement, on a du mal à y croire. Parce que là, vous ne leur envoyez pas un message qui dit « pour nous, c'est tolérance zéro ». Ça, c'est une question, c'est une opinion personnelle, mais bon. C'est un barème qui émane de vos services. Non, c'est pas une opinion, là, c'est un rapport de chiffres. Hein. On voit bien, travail d'enfant, 76 points, et sous-traitants non autorisés, 2 points. C'est presque un encouragement à prendre des sous-traitants qui, eux, vont être et qui vont faire travailler des enfants. Je pense que vous mettez sur le même plan deux situations différentes. Un sous-traitant non déclaré peut avoir une usine où les conditions de travail sont bonnes, sont adéquates, ou peut-être que non. Mais nous faisons en sorte que... Ou pas du tout. Nous faisons en sorte que le fournisseur nous parle du fait qu'il sous-traite. Et ensuite, nous identifions qui sont ces sous-traitants et nous allons chez eux pour contrôler les conditions dans lesquelles travaillent leurs ouvriers. Nous nous focalisons sur la résolution des problèmes. C'est notre motivation fondamentale, la prévention des risques. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites que vous faites tout, justement, pour les encourager à vous parler de leurs sous-traitants. Franchement, en les menaçant d'une sanction de 2 points, c'est pas faire tout pour qu'ils vous déclarent absolument tout sur leurs sous-traitants. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est dommage. Je crois qu'il existe un risque avec la sous-traitance, mais reste à savoir aussi quelles sont les conditions de travail chez les sous-traitants. Ces sous-traitants, puisque ce sont des sous-traitants non déclarés, vous ne les connaissez même pas, donc vous ne pouvez pas aller les contrôler. Moi, je ne remets absolument pas du tout en cause votre volonté de le faire. Simplement, je dis, comment pouvez-vous dire face à cette caméra, oui, il n'y a aucun problème. Nous sommes capables à Inditex de contrôler tous les sous-traitants, y compris les sous-traitants non déclarés. C'est impossible. Donc c'est impossible que vous puissiez tout contrôler. Comme je vous l'ai dit, notre politique, c'est tolérance zéro. Mais le risque zéro lui-même n'existe pas. D'accord. D'accord, on récapitule. Zéro problème donc sur la planète Inditex. L'épisode de New Delhi en 2009 ne serait qu'un mauvais souvenir. Le spécialiste de la com de crise se place devant la caméra, tout est sous contrôle. Voilà pour la version officielle. Mais il semble quand même que nous ayons mis un peu de désordre dans leur placard. Un jour, vous me direz comment vous avez eu toutes ces informations. Non, jamais. Ouais, c'est ça, je m'en doutais. C'est peut-être pour cela que 9 jours plus tard, un dernier document confidentiel nous est envoyé. Lui ne tombe pas du ciel, mais d'un cabinet d'avocats embauché par le groupe espagnol. À l'intérieur, un courrier nous encourageant à partager publiquement les progrès d'Inditex à New Delhi. Il y a aussi un tableau, revu et corrigé à la hausse, des notes des 17 fournisseurs actuels. Effectivement, plus aucun dé. Il y a même des vidéos bonus, tournées cette année chez 4 de ces bons élèves indiens. Nous sommes chez Minu Création et nous allons voir comment fonctionne cette usine aujourd'hui et quels sont les changements qui ont été opérés ici ces 2 dernières années. Dans ces films, 4 usines rutilantes à l'hygiène impeccable, avec des équipements de pointe contre les incendies et le petit marteau pour la sonnerie, des armoires à pharmacie bien remplies. Bref, des ateliers aux normes, propres et bien aérés. Aucune information, en revanche, sur les coulisses des fournisseurs officiels. Rappelez-vous, ces milliers de petits points bleus. Alors, dernière vérification pour nous. Au sud de New Delhi, nous allons nous renseigner chez l'un d'entre eux. Là encore, dans la peau d'acheteurs français. Celui-ci est un sous-traitant déclaré, donc contrôlé par Inditex. Pourtant, devant nous, le patron de l'atelier reconnaît violer ouvertement les règles du groupe espagnol. Vous commencez à quelle heure? À 9h. Et vous finissez à quelle heure? 21h. Donc, combien d'heures travaillez-vous par semaine? On travaille tous les jours, le dimanche de 9h à 16h seulement. Le dimanche aussi? Jusqu'à 16h.
Donc 7 jours par semaine. 7 jours, oui. Et pour le paiement des heures supplémentaires? Non, on paye pas plus. Ah, vous payez au tarif normal. Oui. Chez ce fabricant accrédité par Inditex, les ouvriers travaillent bien au-delà de la limite des 60 heures officiellement acceptées, sans jours de congé hebdomadaire, ni bonus pour les heures supplémentaires. C'est le privilège du sous-traitant, toujours selon le patron. Vous dites que c'est plus simple? Oui. Il y a moins d'exigences pour vous que pour les fournisseurs officiels? Il y a plus d'exigences pour eux que pour nous. En fait, quand les gens d'Inditex viennent, nous ne leur disons pas que nous faisons des heures supplémentaires. Et ils ne s'embêtent pas à vérifier. Mais bien sûr, ils sont au courant, ils le savent. Conclusion. Cher monsieur Inditex, en réponse à votre dernier courrier, l'équipe de Cash souhaiterait, elle aussi, vous faire parvenir cette petite vidéo. Elle vous permettra peut-être de comprendre pourquoi il est encore possible d'améliorer les contrôles pour un jour atteindre l'idéal du risque zéro. Après 6 mois de voyage au centre de la planète textile, la morale de notre enquête, c'est peut-être que la meilleure façon de faire du low cost est de ne jamais chercher à totalement contrôler ce qui se passe sous l'étiquette. Ainsi, on peut continuer à faire chuter les coûts de production et à s'habiller à des prix défiant toute concurrence. Finalement, le matin devant nos armoires, notre responsabilité semble toute relative. Et puis, avouons-le, nous avons tous un peu peur de découvrir les vrais visages des petites mains qui fabriquent nos vêtements.